Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes à Osaka, au Japon, où ce matin, la première ministre chef du gouvernement a assisté pendant presque 3 à 4 heures à une séance de Business Forum où on a parlé des opportunités d'investissement en République démocratique du Congo en marge de l'expo universelle qu'accueille cette belle ville japonaise. Nous sommes ce soir avec notre ambassadeur au Japon, le professeur Lukumena, mais aussi le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, mais aussi dans la salle, la ministre déléguée à la francophonie, Bestine Kazadi. Je rappelle qu'il y a une forte délégation gouvernementale ici au Japon qui vient participer à ces grands rendez-vous mondiaux d'investissement. Et en marge de ce rendez-vous, on a voulu organiser le forum d'investissement qui a permis aujourd'hui aux structures étatiques congolaises de rencontrer les structures japonaises et des parler investissement. Mais bien avant, on ne saurait pas commencer ces briefings sans parler de ce qui s'est passé hier à Washington. C'était un grand jour pour notre diplomatie. C'était un jour de couronnement des beaucoup de forts qui ont commencé particulièrement depuis que le président de la République est arrivé à la tête de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il avait pris l'engagement de se sacrifier pour finir la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et hier, nous avons assisté à une cérémonie qui ouvre la porte à un retour, nous espérons très rapidement, suivant les termes qui sont fixés dans l'accord, à un retour de la paix pour nos populations, mais aussi la paix pour la sous-région. Et donc, nous ne saurons pas commencer cet exercice de redevabilité sans relever ces progrès qui a été fait, qui ouvrent un nouvel horizon. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire, mais il y a des engagements qui ont été signés, qui ont été formels devant le président américain comme témoin. Et vous avez vu la vague de réaction mondiale à ce qui s'est passé, c'est dire l'importance de notre pays. Et c'est justement ces pays dont on a parlé ce matin dans le Business Forum. Monsieur l'ambassadeur, je commençais par vous. Vous êtes ambassadeur au Japon. Vous avez le privilège d'accueillir une forte délégation gouvernementale, la première ministre elle-même et 8 ou 7 membres du gouvernement. Qu'est-ce que cela représente pour vous comme ambassadeur pour un rendez-vous comme celui que nous avons, l'Expo universelle, le Business Forum et surtout que le tout se passe à la veille de la célébration de l'indépendance? Ne pensez-vous pas que ce n'est pas une coïncidence qu'on ait signé les accords hier de paix et que la première ministre soit là? Eh bien, moi, je dirais simplement, pour commencer, les étoiles se sont alignées. Alors, qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est vraiment un milestone, comme on dirait en anglais. C'est quelque chose de formidable. Mais alors, je ne sais pas comment je peux décrire ça. Le fait d'avoir une forte délégation, évidemment, sous la houlette de Son Excellence, la Première ministre, chef de gouvernement, témoigne, pour moi, en tant qu'ambassadeur de la RD Congo au Japon, c'est un signe absolument de la grande volonté du Congo de redémarrer, redynamiser, au fait, les rapports bilatéraux entre le Congo et le Japon, et qui sont des très très bons rapports, il faut dire. Et je rappelle ici, juste pour mémoire, c'est depuis 1964 que le Japon a ouvert sa première mission diplomatique, et le Japon est un partenaire et qui retient qu'il y a le Congo parmi les 6 pays privilégiés pour des rapports stratégiques avec le Japon. Donc c'est un très grand honneur en tant que représentant chef de l'État de recevoir la chef de gouvernement dans ce pays avec une si grande délégation des ministres. Je ne pense pas que ce soit fait avant ça, je peux le dire. Je suis dans ce pays depuis, qui va étonner probablement un certain nombre de gens, je suis là depuis 40 ans. Et c'est la première fois, en dehors du moment où le président s'est déplacé, et d'ailleurs, quand le président s'est déplacé pour TICAD en 2019, il n'y avait pas encore de gouvernement. Et donc, c'est vraiment une grande première, ce qui s'est passé en ce moment. Et aussi, le plus grand plaisir que je tire de ceci, ça permet de remettre sur la balance
les bonnes relations qu'on a avec le Japon après ce qui s'était passé l'année dernière. Voilà, merci. En gros, je dirais cela. Voilà, merci Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le ministre, je me tourne de votre côté. Évidemment, on va parler de ces business forums, mais bien avant d'ailleurs qu'on en parle, vous avez été le premier à solliciter justement cette ovation pour le président de la République. On parle de paix. Nous avons une fenêtre d'ouverture sérieuse, en tout cas avec les engagements qui ont été consignés. Qu'est-ce que cela représente à l'ouverture de ces travaux? Parce que généralement, la RDC, on dit, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, on ne peut pas amener les investissements là-bas. Et moi, je pense que c'est un coup de maître réalisé par le président de la République à la veille de la célébration de l'indépendance. Lorsqu'on signe cet accord de paix, à mon sens, c'est un message qui est lancé au monde entier, parce que l'image que la RDC a à l'extérieur, de par les réseaux internationaux qui veulent la ternir, c'est une image d'un pays qui ne peut attirer personne. Parce que tout simplement, il y a des réseaux qui ont en fait essayé un peu de créer des moments de non-paix, particulièrement dans la partie est de la RDC. Et donc, pour le président de la République, il a estimé que il ne peut plus verser le sang, il ne peut plus permettre aux gens de verser le sang des Congolais par la signature de cet accord de paix. Et ça se passe aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont piloté en 1978, je pense, les accords de Camp David pour mettre fin à la guerre entre l'Israël et l'Égypte. Et ça a mis fin particulièrement à des moments de tension entre les deux pays. Et aujourd'hui, entre l'Israël et l'Égypte, il n'y a plus de problème. Et donc, pour des gens qui pensent que ça, c'est peut-être une signature qui ne vaut pas son pesant d'or, mais je les renvoie à relire l'histoire, les accords du Camp David. Eh ben, ils vont comprendre que les États-Unis, c'est une puissance. Lorsqu'ils s'alignent devant un dossier pour rechercher la paix, eh bien, la paix arrive. Et la leçon que je tire, c'est que lorsque le Rwanda accepte de signer l'accord de paix, ça veut dire, c'est un aveu qu'il est présent en RDC, parce que depuis tout ce temps, il était en train de nier la présence de ses troupes en RDC. Et donc, quelqu'un ne peut pas nier la présence des troupes en RDC et signer un accord de paix en RDC. Donc, pour moi, évidemment, c'est l'aboutissement. On aura sûrement l'aboutissement de la confirmation de l'aveu du Rwanda sur sa présence en RDC. Et je crois que la communauté internationale va tirer toutes les conséquences. En premier, le président américain, qui tient vraiment à accompagner la RDC dans sa trajectoire qui va l'amener vers le développement durable. Alors, on aura sûrement l'occasion de reprendre à l'une ou l'autre question à ces sujets rapidement, mais le point ici à Osaka, c'est l'Expo universelle. Il y a eu ces business forums. Monsieur le ministre, on a beaucoup de membres du gouvernement, en plus de la Première ministre, le ministre de Mines, et même la ministre de la Culture, le ministre de l'Industrie. Pourquoi, pour ces business forums, pourquoi pour cette expo universelle, la République démocratique du Congo devait être autant représentée? Oui, d'abord, je voudrais rappeler à la mémoire collective le pourquoi de la participation à des expositions universelles ou des foires, parce que je reçois souvent des questions, des gens qui disent « mais vous allez participer aux foires, aux expositions, vous dépensez énormément de moyens ». Mais je voudrais dire que les moyens qui sont dépensés dans la participation d'un pays à une exposition universelle ou à une foire, ce sont des investissements stratégiques. Parce que tous les pays qui ont évolué à travers le monde, ils ont fait ça sur 10, 15, 20 ans. Alors, les expositions et les foires ont pour rôle de découvrir les opportunités d'affaires, les marchés, les acheteurs, de vendre les produits d'un pays sur l'échiquier international. Parce que lorsqu'on reste enfermé chez soi, eh bien, on ne peut pas découvrir les marchés. Imaginez-vous, par exemple, que les Japonais, là où nous sommes, c'est des gens qui sont dans la haute technologie, qui achètent des produits. J'ai consulté la fiche d'importation de ces pays. Ils achètent le blé, ils achètent les maïs, ils achètent l'huile de palme, ils achètent beaucoup de produits au Brésil, au Canada, en Australie, aux États-Unis, partout là-bas. Alors que, comme je le disais il y a quelque temps, nous avons ces mêmes produits qu'on peut leur offrir en RDC. Donc, alors, l'exposition permet aux opérateurs économiques japonais de découvrir qu'ils dépensent suffisamment de choses ailleurs, alors qu'ils peuvent les avoir plus près d'eux en RDC. Ça, c'est la chose la plus importante. La deuxième, c'est que lorsqu'on participe à une exposition universelle, on améliore davantage l'image du pays. Lorsque les gens regardent les stands,
ils découvrent tout ce qui est comme produit exposé, ils se disent, ah bon, mais c'est de ces pays dont on parle, où on verse le sang chaque jour. Mais il y a pourtant des gorilles, il y a pourtant des forêts, il y a pourtant des tourbières, il y a pourtant du cobalt, il y a pourtant... Donc voilà pourquoi nous sommes ici à Osaka, et l'honneur nous a été fait de devoir consacrer toute une semaine à la RDC, et la Première ministre a voulu marquer d'un encre indélébile sa présence ici. Et cette semaine a 3 parties. La première partie a consisté à l'organisation de la journée culturelle et touristique pour vendre le potentiel touristique et culturel de la RDC. Les gens ont découvert effectivement cela. La présence de la ministre de la Culture a été un point fort pour devoir démontrer à la face du monde que le volet économique de la culture peut être exploité au-delà du volet festif que tout le monde connaît. Deuxième moment, c'est le forum, le business forum, qui a été présidé par la Première ministre. Ici, nous avons eu l'occasion d'avoir des partenaires japonais du secteur public comme du secteur privé. Ils ont ce qu'on appelle la JETRO. La JETRO, c'est en anglais. Je ne sais pas si je vais me retrouver. Toi, tu parles mieux anglais que moi. JETRO, ça veut dire Japan External Trade Organization, c'est-à-dire Organisation japonaise du commerce extérieur. Ils étaient dans la salle. La deuxième organisation, ça s'appelle JOGMEC. La JOGMEC, c'est Japan Organization for Metal and Energy Security. Donc, ces organisations ont réuni au total plus de 120 partenaires japonais qui sont venus écouter les différents ministères, les différents responsables des services pour voir quelles sont les filières dans lesquelles ils peuvent investir. Parce qu'ils ont déjà été au Congo il y a des années, je l'ai dit. C'est eux qui ont construit le pont Maréchal, qui n'a pas encore fini totalement. À côté du pont Maréchal, il fallait construire un chemin de fer qui partirait de Banana jusqu'à Kinshasa. Et d'autres voudraient d'ailleurs que le chemin de fer parte de Banana jusqu'à Sakania. Ça permet effectivement de relier le corridor ouest au corridor sud pour que finalement la fluidité de nos transactions, de nos marchandises se passe très très bien. Et donc, je pense que ce moment de forum économique ici va permettre d'organiser aussi des B2B, c'est-à-dire des rencontres entre nous, où désormais nous allons voir demain et après-demain la présence japonaise, plus de présence japonaise en RDC. D'ailleurs, je signale qu'à la fin de l'activité d'aujourd'hui, il a été signé un protocole d'accord entre une société japonaise et une société congolaise pour l'extraction du manganèse dans la province du Congo central, avec un objectif d'exploiter 2 millions de tonnes de manganèse par an pour un investissement de pas moins de 50 millions de dollars. Donc, vous comprenez que nous sommes déjà sur la bonne lancée entre la RDC et le Japon, et je crois que le président de la République n'a pas eu tort à pouvoir faire en sorte que ce moment de signature de l'accord de paix soit aussi un appel à investissement, parce qu'avec la paix, tout le monde peut venir, parce que son capital sera sécurisé. Évidemment, c'est là et dit de manière claire. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs de suivre les différentes expositions. C'est sans compter sur l'investissement japonais, spécifiquement dans les volets de formation professionnelle avec l'Institut national de préparation professionnelle ou d'autres projets qui sont conduits par la JICA, l'agence de coopération. On va commencer la série des questions avec M. Blaise Zainda, qui sera suivi de Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'ai 2 petites questions. Une porte sur l'accord de paix qui vient d'être signé aux États-Unis d'Amérique. Je vous pose particulièrement la question parce que vous êtes pratiquement parmi les personnes qui ont conçu cette architecture de narratif plus ou moins intransigeant ou inconvenant vis-à-vis du Rwanda. Est-ce que, avec cet accord signé, allons-nous changer de narratif ou bien nous allons nous accommoder à ce que disent les nouveaux prescrits de cette situation qui, visiblement, est en train de changer? Au ministre du Commerce extérieur, vous avez évoqué la signature d'un accord important en ce qui concerne la transformation, l'exploitation, mais aussi, j'ai cru entendre qu'il y a la transformation au niveau local, ce qui constitue un cheval de bataille au niveau de votre ministère. Est-ce que le Congo central va vivre, dès cet instant, du moins, dès que l'exploitation va commencer, une nouvelle ère pour ce qui est du développement en ce qui concerne son sous-sol qui vient d'afficher effectivement
une note positive en ce qui concerne ces richesses. Merci. Alors, vous posez une question pertinente lorsque vous dites si nous devons changer les narratifs. Évidemment, les choses vont devoir changer. Nous étions dans une posture de guerre. Et dans la confrontation que nous avions, souvenez-vous que nous avons sérié parce que nous avons identifié les modus operandi du Rwanda et nous avons, nous, systématisé les fronts. Nous avons effectivement un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire, un front économique, un front médiatique, et puis tous les fronts qui se sont finalement rajoutés à l'initiative de Congolais, parce qu'ici, c'est l'occasion aussi de saluer toute la mobilisation du peuple congolais à travers les différentes structures pour apporter la contribution pour le retour de la paix. Aujourd'hui, l'objectif que nous souhaitions, nous, c'était de nous lever pour défendre ce qui, pour nous, sont de principes qui ne devraient être violés par aucun pays d'ailleurs. C'est notre intégrité territoriale, notre souveraineté. Et vous savez que la crise en République démocratique du Congo est une crise qui mobilise le monde entier. Nous avions commencé par plusieurs phases. Je rappelle que les premières discussions pour le retour de la paix ont commencé en juillet 2022. Nous sommes pratiquement 3 ans plus tard et c'est aux États-Unis d'Amérique qu'il y a ces dénouements que nous venons de voir qui, en réalité, et c'est pour ça qu'on peut parler de changement, ouvre la voie à une autre période. On n'est plus dans une période où nous étions dans la confrontation parce que les raisons qui ont conduit à la confrontation et la manière désormais de régler toutes les questions litigieuses ou qui peuvent nous opposer ont fait partie de l'accord qui a été négocié et sur lesquels nos ministres des Affaires étrangères ont apposé leur signature. Je souhaiterais en tout cas que vivement tout le monde puisse lire ces accords, pas seulement, mais aussi les annexes qui viennent avec. Et donc nous considérons que nous avons toujours été de bonne foi et qu'un accord, on les signe, c'est très bien, c'est des intentions qui sont coulées sur le papier, mais le plus difficile commence. Le plus difficile, c'est son application en ce qui concerne spécifiquement des questions comme les désengagements de troupes rwandaises, en ce qui concerne les retours de personnes réfugiées, en ce qui concerne des garanties mutuelles de sécurité qu'on se donne pour qu'on ne soit plus sûr qu'on retombe dans les travers du passé. Donc il y a des mécanismes qui ont été mis en place et donc on peut considérer que sur le plan diplomatique, nous avons là réussi une étape cruciale, mais qui n'est pas la fin, parce qu'il faut voir comment cela va s'appliquer. C'est une guerre qui dure très longtemps. Il faut trouver des solutions durables qui permettent que cela ne se reproduise plus. Mais ici, ce qui change, on a dorénavant convenu qu'on respecterait ce qui est prévu. On a mis des mécanismes en place qui nous engagent, qui engagent les États-Unis d'Amérique et d'autres partenaires de l'Union africaine pour voir comment on va aboutir. Et donc, il faut considérer que nous tous maintenant, comme Congolais, au regard de l'évolution de la situation au plan diplomatique, nous devons nous tous nous adapter pour accompagner ce qui s'est fait, pour que les questions qui restent puissent trouver des solutions et pour que nos populations de l'Est principalement puissent recouvrer la paix tant recherchée depuis autant d'années. Voilà ce que je peux dire à ces sujets. Je sais qu'il y a d'autres questions qui reviendront. On pourra aller un peu plus en détail. Monsieur le ministre, il y a, vous-même vous l'aviez dit, sur cette question du manganèse, c'est quelque chose de concret. Il y a des éléments de détail que Blaise Aïnda voudrait avoir de votre part à ces sujets. Oui, je voudrais rappeler les thèmes de cette exposition universelle. C'est concevoir la société du futur, imaginer le monde de demain. Ça, c'est le thème principal de cette expo Osaka. Et donc, nous nous inscrivons dans ce thème pour concevoir ce que deviendra la République demain, pour offrir ce qu'elle a d'important au monde. Et lorsque vous parlez du Congo central, où désormais on va exploiter les manganèses, les transformer, pas l'exploiter à l'état brut, parce qu'il y a des pays producteurs du manganèse comme le Gabon, qui ne tirent pas profit naturellement du manganèse. Vous savez, lorsque nous parlions de la mise en place de la chaîne de valeur des batteries électriques, on a considéré qu'on devrait prendre le manganèse du Gabon associé à celui de la RDC pour créer une grande chaîne de valeur. Mais ici, cette fois-ci, tirant des leçons de ce que nous avons, ce que nous tirons des exportations brutes, nous avons estimé que
on ne peut plus signer des conventions ou des protocoles pour l'extraction des minéraux à l'état brut. On doit leur donner une valeur pour qu'elles soient transformées ici. Et désormais, les outputs de ce que cela va produire ne vont pas seulement suffire à la province du Congo central, c'est pour la République démocratique du Congo que nous les faisons. Parce que l'installation d'une telle unité de transformation va avoir des effets multiplicateurs sur d'autres secteurs. On va construire des routes, on va construire des chemins de fer, on va construire des écoles, on va construire... Et donc, c'est important pour la RDC d'avoir cette unité de transformation dans le Congo central. Et ça rejoint les 5 axes développés par le ministre des Mines, qui parle de 5 types de diversification. Tout à fait. Diversification au niveau des minéraux, diversification au niveau même des espaces. Parce que quand on parle du minerai en RDC, les gens ont tendance à croire que c'est seulement l'espace Katanga. Mais aujourd'hui, dans cette salle, on a pu identifier que les manganèses dont on connaissait plutôt la localisation à Kisenge n'est pas dans l'espace Katanga ou dans les Lualaba, c'est plutôt dans le Congo central, où on a une capacité d'exploiter 2 millions de tonnes de manganèse par an. Et à côté de ça, il y a le Kasaï central, qui a le nickel. Il y a le nord Ubangi, pour ceux qui ne le savent pas, et le sud Ubangi, il y a de l'or. Donc la cartographie qui avait été faite avait pour objectif de nous limiter, de nous concentrer sur l'espace Katanga pour faire croire au monde que c'est le seul espace utile. Et quand on voit les gens comment ils se rient sur l'espace Katanga, on se rend compte que psychologiquement, il y a un problème que nous devons corriger et le gouvernement est en train de le faire lorsqu'il diversifie comme ça les activités pour que chaque province soit utile. Il n'y a pas une province pauvre en République démocratique du Congo. Lorsque vous montez vers la Chopo, il y a du fer. Et nous sommes en train de présenter la situation des gisements de fer importants qui vont nous permettre de développer l'industrie lourde par ce gouvernement ici. À ce moment-là, il y aura 26 provinces et 26 espaces utiles, ce qui va limiter la migration des gens vers les espaces qu'ils estiment être utiles. Comme ça, on n'y aura plus de concentration dans un espace Y parce qu'on estime que c'est là où il y a du miel. Le miel, le gouvernement souminois, sous l'autorité du président de la République, veut le créer dans chaque espace pour que les gens, ceux qui veulent, chacun reste et vive dans son espace à considérer qu'il peut trouver de la vie, il peut trouver de l'emploi là-bas, il peut trouver du miel, si vous voulez qu'on parle en termes du miel. Donc, ce qui sera fait au Congo central, c'est une grande opportunité pour la RDC d'exploiter et de transformer pour la première fois les manganèses dans ces pays. Voilà, merci beaucoup. On va prendre les questions de Madame Rachel Kitita. Peut-être avant qu'on réponde à la question, s'il vous plaît, je voudrais ajouter juste un commentaire complément. pour lui. Un élément porteur qui n'est pas très évident dans la signature d'aujourd'hui, c'est plutôt l'effet d'entraînement, d'accélération des travaux d'infrastructure qui, eux, vont être absolument enclenchés par le fait de l'existence de la société AML qui va commencer à travailler dans le Congo central, parce qu'il va falloir dégager ce qui est fait là-bas. Et le fait d'avoir signé ce MOU aujourd'hui donne plutôt au Japon un point fort, en fait, qui pousse le Japon finalement à s'engager dans les grands projets, des grands travaux. Voilà. Voilà. Merci, Madame Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. Je reviens sur la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC à Washington. Il se dit beaucoup, il se raconte beaucoup. Est-ce qu'en tant que membre du gouvernement, porte-parole, vous pouvez rassurer les Congolais sur le fait que la RDC, en signant cet accord, n'a pas cédé un peu de son pouvoir, comme il se dit, au Rwanda ou même aux États-Unis qui pourraient interférer dans la gestion notamment des ressources minières dans la partie est de la République démocratique du Congo. La question sur le désengagement. Pourquoi est-ce que dans l'accord, il n'est pas dit explicitement retrait des troupes de M23 sur le sol congolais? Que comprendre sur ce désengagement, parce qu'on peut se désengager, mais rester sur le sol congolais. Qu'est-ce que vous en dites à ce sujet? Et aussi la question sur le CONOPS. Alors, une question à l'ambassadeur. Une visite peut-être, est-ce que vous y pensez, vous y travaillez, une visite officielle? Est-ce que
c'est dans vos projets du président de la République ici au Japon. Et une dernière question au ministre du Commerce extérieur, en dehors de l'accord qui a été signé tout à l'heure, quels sont d'autres projets ou d'autres partenariats que vous avez sous la main que la RDC pourrait signer peut-être dans les jours à venir avec le pays du soleil levant? Voilà mes préoccupations. Voilà, merci beaucoup, Madame Rachel, pour la question que vous posez. Mais ici, il faut que je vous rappelle le principe, et c'est cela même l'engagement premier du président de la République. C'est lui de ne brader aucun intérêt de la République démocratique du Congo, ni concéder un seul centimètre, ni concéder une seule ressource minière de notre pays. Dans ce qui s'est passé à Washington, c'était la relecture un peu de l'histoire, parce que finalement, lorsqu'il faut trouver un accord pour une guerre qui dure 30 ans, il faut repasser, ressasser toutes les problématiques, relire, re-relire les actes fondateurs de l'Union africaine qui rappellent l'intangibilité des frontières, ou encore la résolution 2773 plus proche de nous, qui rappelle la nécessité pour les uns et les autres de respecter les frontières. Je pense que du point de vue du respect de l'intégrité territoriale, c'est la garantie. Il faut lire l'accord et les différents chapitres tels qu'ils s'égrènent. Vous comprendrez qu'il n'y a aucun détail qui n'a été laissé au hasard, et vous comprendrez qu'il n'y a aucun intérêt de la République démocratique du Congo qui n'a pas été consacré dans les textes qui ont été signés, parce que les signatures du ministre des Affaires étrangères engagent nos pays, même s'il est prévu un document supplémentaire, si vous avez suivi en tout cas les docteurs Boulos hier, qui sera fait par les deux chefs d'État qui viendront plus tard, parce qu'on parle notamment de questions économiques qui feront l'objet d'autres textes. Mais ici, le principal, et c'est ce que nous devons noter, c'est qu'il est question de préserver les vies humaines. Il y en a beaucoup qui sont perdus, il y en a beaucoup qui sont dans la souffrance, et je pense que c'était les principes directeurs qui nous ont conduits dans la conclusion de son accord, de cet accord dont on parlera encore pendant longtemps. Alors, sur la question du désengagement, j'ai vu que la question, elle est revenue plus tard, peut-être parce qu'il y a un besoin. En tout cas, c'est pour ça que nous, dans le cas du Front médiatique, nous insistons pour que les uns et les autres puissent lire ce qui est convenu. Je veux vous lire ce qui est écrit dans l'accord, dans la partie qui concerne, parce que la première partie de l'accord parle de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités. Il y a plusieurs points: le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, du Rwanda, la levée des mesures défensives du Rwanda, l'arrêt des soutiens au FDLR, les règlements pacifiques des différends, l'interdiction des actes hostiles. Spécifiquement sur la question du désengagement, l'accord dit d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements de force, et comme les disposeront d'autres accords à venir, les parties appuient les désengagements, les désarmements et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus des DDRCS, ainsi que les mécanismes conjoints de coordination. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Nous étions à Luanda, où nous étions en train de discuter avec le Rwanda. Il avait été convenu de faire un plan harmonisé, où on disait, on fait d'une part le retrait des mesures de défense qui concernent le Rwanda, donc les plans de désengagement, parce que quand on parle de désengagement, c'est un ensemble. Les militaires, quand ils vont sur le front, on dit un engagement, c'est-à-dire on amène le troupe, on amène le matériel, on amène tout ce qu'il faut. Ici, on parle des désengagements, et d'autre part, on parle d'un plan harmonisé. Le CONOPS, c'est un document établi par des états-majors. Il y avait des discussions autour des médiateurs angolais où nos experts militaires et les experts militaires rwandais se sont accordés. Et si vous lisez l'accord, il y a des annexes, notamment ce qui avait été prévu dans le cadre de ce CONOPS, qui spécifient. Alors ici, les troupes rwandaises vont se retirer parce qu'on s'est donné des délais. On a mis en place des mécanismes qui doivent commencer à fonctionner parce que l'accord doit déjà donner
les résultats de c'est pourquoi il a été signé. Les mécanismes vont être mis en place parce que lorsqu'il faut désengager les troupes ou retirer des troupes, il faut s'assurer que les troupes étaient dans tel coin, en tel nombre, et qu'on s'assure avec des mécanismes qu'on vérifie que lorsqu'ils quittent, ils partent effectivement. On parle aussi des accords à venir. Il ne faut pas oublier que nous sommes encore à Doha en train de discuter avec le M23. Et dans la discussion que nous avons avec le M23, si nous devons repartir aux origines, le M23 est un mouvement qui est soutenu par le Rwanda. Et dans l'accord dit clairement qu'il faut cesser tout soutien. Donc il faut considérer que le Rwanda, en ôtant le soutien militaire au M23, nous pouvons imaginer ce qu'il en reste. Et bien au-delà, il est encore écrit dans l'accord que les parties peuvent s'engager dans les cadres de la mise en œuvre de cet accord de venir en soutien. Donc nous présumons que par les rapports qui existent entre le M23 et le Rwanda, il y aura des discussions qui se feront à ce niveau-là, parce qu'il n'y aura plus de soutien. Le Rwanda s'est engagé cette fois-ci pour la paix. Et nous aurons l'occasion de conclure autour de Doha la discussion avec les M23 sur un certain nombre de points. Vous avez vu que dans l'accord, on parle d'intégration conditionnelle de certaines forces dans l'armée. Ça veut dire qu'on ne va pas faire le mixage ou les brassages tel qu'on l'avait fait par les passés, mais que cela se ferait au cas par cas en répondant à un certain nombre de critères qui sont spécifiés dans l'accord. Donc ici, Madame Rachel, il faut considérer que nous avons commencé un processus qui est sensible, un processus qui nécessite beaucoup d'accompagnement. Souvenez-vous de la déclaration qui avait été faite le 25 avril à Doha, dans la suite de la déclaration du 18 mars qui avait réuni notre président, le président Kagame et l'émir du Qatar. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement, et dans cet accompagnement, il faut qu'on évite la confusion, il faut qu'on évite la manipulation, il faut qu'on s'en tienne à ce qui avait été dit dans les textes. Je pense que j'ai été assez lent, mais je sais que c'était important, et je pense aussi que le ministre Paluku voudrait bien dire un mot parce que c'est des questions qu'il a suivies aussi particulièrement. Oui, bon, moi j'ai fait quand même une étude sur les systèmes politiques comparés et je me suis rendu compte que les pays les plus polémiques s'appelleraient la République démocratique du Congo. Parce que c'est comme si on veut trouver la différence entre aller et partir. Alors, on veut choisir quoi? Quand on dit que quelqu'un est parti, quelqu'un est allé. Les Congolais veulent trouver la différence. Alors, quand on dit désengagement, ça veut dire quelqu'un qui était engagé, il sort. C'est ça, c'est ça. Pourquoi on veut qu'on reprenne les termes qu'on veut? Ce sont des termes consacrés au niveau des relations internationales, des engagements des troupes. Vous avez suivi les accords de Lusaka, vous avez suivi tous ces accords-là. C'est des termes consacrés. Quand on dit que les troupes doivent se retirer, on parle des engagements des troupes. Ça a été fait avec les troupes rwandaises, les troupes ougandaises, les troupes namibiennes, les troupes... Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que c'est de cette manière. Mais pourquoi on veut trouver la différence entre aller et partir? Donc c'est la même chose, Madame Rachel. Même si on n'a pas mis le terme retrait, le désengagement des troupes rwandaises, ça veut dire le retrait des troupes rwandaises. Il faut que ça soit clairement indiqué comme ça. Maintenant, il faudrait que les gens... Le scepticisme des Congolais, il est tout à fait normal. Parce que moi, dans ma tradition, il y a un proverbe qui dit que lorsqu'on a été mordu par un ver de terre, disons par un serpent, on a peur du ver de terre. Donc, quand on a été mordu par un serpent, même quand le ver de terre passe, on a peur. C'est ce qui font de la peur des Congolais. C'est-à-dire, le ver de terre est en train de ramper, vous pensez tout de suite à un serpent. Donc, c'est une attitude prudentielle qui nous appelle effectivement à ne pas être dans un élan festif. Lorsqu'on a des occasions comme celles que le président de la République nous a données, ça nous appelle plutôt à développer des attitudes d'organisation, de planification par rapport à ce que nous devons faire. C'est-à-dire, nous avons signé un accord avec le Rwanda. On ne doit pas dire, bon voilà, nous sommes à Osaka, allons louer toute une boîte pour maintenant que chacun s'en réjouisse. Non, nous devons nous dire, après ça, on fait quoi? On s'organise comment? Les plus difficiles à commencer, oui, justement. Et dans la mesure où les revers de la médaille arrivaient, qu'est-ce que nous ferons? Donc, c'est maintenant, pour nous, l'occasion d'entrer dans une boîte de planification stratégique par rapport à cet accord, pour sa mise en œuvre. Parce que dans l'accord, il y a
soit sa mise en œuvre, soit sa non mise en œuvre. Dans le cas de la mise en œuvre, c'est une satisfaction. Dans le cas de la non mise en œuvre, il faut qu'on trouve une réponse appropriée à ça. Et c'est à ça que le gouvernement doit travailler. Et il n'a pas à communiquer pour dire non, non, si ça ne va pas, voici ce que nous allons faire. Si nous le communiquons, c'est que c'est lui qui se prépare à nous jouer les coups, va déjà aussi se préparer à la contre-offensive. Donc laissez-nous dans les laboratoires de concevoir les mécanismes qui vont permettre au gouvernement de faire face à toute éventualité dans le cas où quelqu'un viendrait à l'encontre de la mise en œuvre de cet accord. Mais je ne pense pas que ça va arriver au regard de ce que j'ai développé ici en donnant l'histoire des accords du camp David qui ont permis à la fin du conflit entre l'Israël et l'Égypte. Maintenant, revenons à la question de quels sont les autres accords qui suivent. D'abord, je note qu'on n'a pas un accord commercial avec le Japon. Je viens de terminer des accords commerciaux que nous allons signer avec les Émiratis, les Émirats arabes unis. Et la prochaine étape, c'est le Japon. Parce qu'on a signé déjà l'accord cadre avec la Chine. Ça a été signé, ce qui permet aujourd'hui d'aller vers ces pays-là à taux zéro d'exportation. Maintenant, nous allons signer un accord commercial pour encadrer toute l'activité d'exportation et d'importation ici vers le Japon. Ça, c'est l'étape suivante. Et c'est cette étape qui va ouvrir maintenant la voie à toutes les autres conciliabules ou protocoles qui seront signés parce qu'il y aura dans cet accord un mécanisme de libre-échange entre le Japon et la RDC pour qu'on sache quels sont les produits qui sont exemptés de paiement des frais à l'importation comme à l'exportation au niveau de l'entrée au Japon et au niveau de l'entrée en RDC. En dehors de ça, vous avez suivi le projet qui a été développé, celui du numérique, qui a un coût de 800 millions de $. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui digitaliser la RDC, grande qu'elle est, sans effectivement entrer dans le numérique. Et le Japon a une technologie importante. Donc, les opérateurs que nous avons rencontrés, eh bien, nous aurons des B2B avec eux pour voir comment ils peuvent investir dans le numérique pour un montant de 800 millions de $. Nous avons aussi, pour le projet de la Société nationale des chemins de fer, 3641 km à construire. Eh bien, nous allons aussi nous pencher vers le secteur qui développe les chemins de fer pour voir comment on peut venir investir dans ça. Nous avons le projet des batteries électriques qui a été développé par le CCB, par son directeur général adjoint, où il a été démontré le type d'investissement qu'on peut faire aujourd'hui pour gagner dans les 30-20 ans à venir des milliards de dollars. C'est des investissements équivalents à 42 000 milliards de dollars. Et donc, les Japonais étant champions dans la technologie, la RDC va développer des filières importantes qui vont attirer les investissements japonais, déjà à travers la JICA, qui est une coopération japonaise présente en RDC, mais également à travers la TICAD. La TICAD, c'est une coopération que le Japon a signée avec l'Afrique, à l'instar de ce que fait la Chine, ce que font les États-Unis avec la Goa, ou ce que font les pays européens avec les accords de partenariat économique APE. Donc voilà globalement ce que nous allons faire avec le Japon. Et je crois que les jours qui suivent, quand vous avez vu plus de 120 investisseurs, capitaines d'industrie et chefs d'entreprise dans la salle de 9h à 15h en train de suivre les Congolais, c'est qu'il y a un intérêt. Si quelqu'un, un investisseur qui a autant d'activités à réaliser, peut rester dans un forum économique de 9h à 16h, pour nous certifions qu'il y a un intérêt particulier qu'il a accordé à la RDC parce qu'il apprend souvent des nouvelles de ces pays. Mais cette fois-ci, il a vu la Première ministre piloter une forte délégation de 7 membres du gouvernement, mais également d'opérateurs économiques, de chefs d'entreprise. Et je crois que c'est cela qui va demain donner des espoirs. Et les noms qu'on a donnés d'ailleurs à ce projet de manganèse, ça s'appelle Kivuvu. Et Kivuvu, ça signifie espoir. Donc je pense qu'il y a de l'espoir dans la coopération entre le Japon et la République démocratique du Congo. On va prendre rapidement la réponse de l'ambassadeur avant de prendre la dernière série pour terminer cet exercice. Oui, concernant la visite du président, vous l'avez bien dit, est-ce que vous avez un souhait? Souhait, je dirais oui, bien sûr. Intention, je dirais oui, bien sûr. Mais alors, est-ce que le président pourra faire le voyage? Nous sommes au mois de la prochaine possible chance, ce serait
à l'occasion de TICAD, qui se tient à Yokohama entre le 20 et le 22 août de cette année. Et la question a été soulevée justement du côté japonais. On a demandé à la Première ministre de transmettre le message au chef de l'État. Eh bien, ce sera au chef de l'État de répondre. Les souhaits sont là. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. On va prendre en tout cas la dernière série de questions. Monsieur Bomboka, Monsieur Mbal, Monsieur Alain, je ne sais pas si vous avez une question. Allez-y pour vos questions. Je souhaite qu'elles soient courtes, comme ça on peut y répondre directement. Allez-y, allez-y s'il vous plaît. Monsieur le ministre, c'est quoi pour vous la symbolique à la veille du 65e anniversaire de la RDC, la signature de cet accord ainsi que ces MOU signés ici à Osaka? Alors, la symbolique par rapport à la signature de l'accord, c'est justement le combat des pères fondateurs. Les pères fondateurs nous ont légué un pays, 2 345 410 km². Et c'est pourquoi nous nous sommes battus tous derrière le président de la République. Et dans ces combats, comme Madame la ministre d'État le disait hier de manière claire, ça ne doit pas être un accord des élites, ça doit être un accord qui est fait pour toutes ces femmes, pour toutes ces personnes qui sont victimes, qui ont été victimes pendant longtemps. Et donc, il faut considérer que de ces points de vue, nous avons, nous, tenu, en tout cas, le pari de préserver ce que nous avons obtenu des pères fondateurs, premièrement. Deuxièmement, la question n'est pas seulement de s'assurer que le pays reste entier. La question, c'est de s'assurer que nous investissons. Le ministre du Commerce extérieur, tout à l'heure, paraphrasant le ministre de Mines, a parlé des diversifications à la fois des ressources ou de partenaires. Et l'exemple de manganèse dont on parle maintenant dans le Congo central et par le Japon est une illustration de cette volonté que nous avons justement de nous assurer que nous travaillons pour développer la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que c'est un engagement qui a été pris par le président de la République, pour lequel nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Et maintenant, avec cette perspective du retour de la paix, de ces investissements qui s'annoncent, on peut considérer qu'on va progressivement rentrer véritablement dans une ère de prospérité où ce qui devait être dépensé pour la guerre devra désormais contribuer à régler les problèmes de Congolais qui sont déjà bien identifiés au niveau du gouvernement. Monsieur Oscar Mbal, allez-y. Monsieur le ministre de Médias, porte-parole du gouvernement, j'ai une petite question à vous poser au sujet de la signature, alors la cérémonie qui a eu lieu hier à Washington. Ma question, c'est celle de savoir que deviennent les autres initiatives de paix. Sont-elles devenues caduques ou absorbées par cet accord qui a été signé à Washington? L'autre petite question à poser au ministre Julien Paluku, c'est à quand l'effectivité justement de ces MOU? Une chose est de signer un mémorandum d'entente, mais la mise en œuvre peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, même 10 ans. À quand? Merci. Alors, je crois qu'ici, comme je le disais, nous avons commencé ces processus depuis juillet 2022. Nous avons été à Luanda. Si vous relisez l'accord, vous avez vu hier dans la photo, il y avait un représentant de l'Union africaine, il y avait un représentant du Togo qui fait la médiation, et c'est dire que l'aboutissement qu'on a vu hier à Washington, c'est l'aboutissement de tous ces processus qui, en réalité, n'avaient qu'un seul objectif, arriver à la paix. La paix, nous ne sommes pas encore. Il y a un accord de paix qui trace la voie et qui définit le rôle de tous les acteurs. Donc, il y a évidemment un rôle qui sera joué par les États-Unis d'Amérique, un rôle qui sera joué par le Qatar, qui peuvent être considérés comme les garants de ce qui avait été fait, mais il y a un rôle qui pourrait être joué par la sous-région. Nous appartenons à la SADC, nous appartenons à la communauté de l'Afrique de l'Est ou à la CEAC. C'est des organisations qui se sont mobilisées et qui, dans le cadre des compétences qui sont le leur, pourront concourir pour que la paix puisse revenir. Donc, il ne faut pas considérer que ce qui s'est fait à Washington relève strictement du gouvernement américain. C'est des efforts combinés qui ont abouti aujourd'hui à ouvrir la voie pour ce que nous devons considérer comme l'étape la plus difficile, la plus cruciale, parce que la paix, il faut la construire, l'économie, il faut la construire pour que nous puissions arriver au développement.
Merci. Monsieur le ministre Paluku. Oui. Je pense que Oscar aussi se place dans la peau de tous les sceptiques congolais. On vient de signer les MOU aujourd'hui, maintenant on commence à se poser des questions. Est-ce que vraiment on va y arriver? Non. Posez-moi la question, nous sommes avec vous à tout moment, peut-être 6 mois plus tard, parce qu'un MOU normalement est signé pour entre 6 et 1 année pour devoir évaluer sa mise en œuvre. Donc on ne peut pas déjà à la signature, il n'est même pas encore 18 heures, pour qu'on commence à dire, maintenant, quand les retombées hein? Mais ce qu'il faut peut-être que vous puissiez avoir comme élément, c'est qu'avant de signer les MOU, il y a eu des discussions. Avant de signer les MOU, il y a eu des prospections. Il y a eu des présences sur le terrain. N'oubliez pas qu'on nous a dit qu'il donnait un horizon d'une production de 2 millions de dollars, de 2 millions de tonnes l'an. Oui, ce n'est pas en l'air. C'est pas dit en l'air. Donc, il faut considérer que nous sommes dans les domaines du concret. Ouais, on est dans le domaine du concret. Je vous donne l'exemple. Lorsque j'ai signé un MOU pour la production du carreau à Kinshasa, beaucoup de gens disaient, mais vous aimez toujours signer des choses. Quand est-ce qu'on peut produire les carreaux à Kinshasa? Mais aujourd'hui, c'est visible. Quand je l'ai fait pour Pepsi, c'était encore la même chose. Les gens disaient Pepsi à Kinshasa parce qu'ils voyaient seulement la publicité de Messi et on ne pouvait pas croire que la publicité que fait Messi peut avoir comme pays producteur la RDC. Mais c'est vécu, c'est du vécu à Kinshasa et ailleurs. Donc, de la même manière que vous avez cru à ce genre de projet piloté par le président de la République, croyez aussi à ce que nous faisons ici sous l'autorité du même président de la République avec la première ministre présente dans la salle. Et je peux ajouter un élément. Vous savez, ça se passe où? Voilà. Merci. Allez-y, Patrick Bomboka, s'il vous plaît. Bon, merci pour la parole, Monsieur le ministre. Une question pour le ministre du Commerce extérieur. Tout à l'heure, pendant les travaux du forum, on a rappelé que nous avons un gap de près de 50 milliards de dollars à mobiliser en termes d'investissement. Quelle devrait être la contribution du commerce extérieur pour essayer de réduire ces gaps? Oui, les 50 milliards de dollars, c'est un petit montant sur le plan du commerce international. Parce que quand vous voyez les volumes des échanges au niveau international, si nous devons seulement conquérir les marchés que nous avons actuellement, les marchés américains de 350 millions de consommateurs, les marchés de l'Europe de près de 500 millions de consommateurs, les marchés chinois de 1 milliard 3, 1 milliard 4. Les marchés indiens. Et les marchés indiens de 1 milliard 5 aujourd'hui. Et les marchés africains de 1 milliard 3. Ça veut dire, nous allons même manquer les produits à fournir. C'est en termes de centaines de milliards. C'est parce que finalement, les gens se sont mis l'idée en tête que la RDC ne peut rien. Et on reste nivelé vers le bas en croyant qu'un budget de 15-20 milliards, c'est un grand budget pour la RDC. Moi, j'ai toujours dit, si nous nous organisons avec tous les éléments que je viens d'indiquer ici, la RDC, dans les 5 ans, peut avoir un budget de 100 milliards. Un budget de 100 milliards. Et c'est possible. En effet. Je me dis, mais comment on va avoir ça? Notre PIB est encore autour de 70 milliards. Non, tous les PIB là, les économies sont ici. Moi, je crois que le calcul du PIB de la RDC est biaisé. Il est biaisé parce qu'on ne tient pas compte de tous les paramètres pour mesurer la quantité de la richesse. Parce que le PIB, c'est la quantité de la richesse congolaise. Comment on peut dire que la quantité de la richesse congolaise est estimée à 70 milliards de dollars? Et c'est comme ça que quand on veut ponctionner la pression fiscale, c'est-à-dire définir les niveaux de taxation, on se base sur les 70 milliards pour dire, bon, si on soutire 15% de ça, eh bien, on est déjà à un budget de 17 milliards. Mais ça, ce sont des informations biaisées. Nous, au gouvernement souminois, lorsqu'il a présenté son programme, on est allé jusqu'à 95 milliards sur les 5 ans. Mais l'ambition, c'est de faire de ce 95 milliards un budget annuel. C'est ça l'ambition. Il est vrai qu'on a présenté des projections pour que les 95 milliards soient le budget du quinquennat, mais l'ambition, c'est de faire de 95 milliards le budget annuel. Comme ça, ça va permettre d'affronter tous les problèmes de développement de la RDC. Imaginez-vous, la CGT a développé ici le nombre de kilomètres à construire. C'est 52 000 kilomètres de routes à construire. Si vous affectez 1 million par kilomètre, c'est déjà 52 milliards de dollars. Lorsque vous prenez le projet de construction des chemins de fer, si vous devez quitter Banana jusqu'à Sakanya, c'est 2500 kilomètres. Et qu'en moyenne, vous mettez 2 millions de dollars par kilomètre, ça fait 5 milliards de dollars. Donc, l'absorption
de 50 milliards de dollars ou de 100 milliards de dollars, c'est rien, pour la RDC. Le plan d'industrialisation lui-même, c'est 58 milliards, point 4. Lorsqu'on voit les 6 segments de ces plans d'industrialisation. Donc, moi, je pense que les Congolais doivent s'habituer à parler chiffres. Hein? Ils doivent s'habituer à parler 100 milliards. Comment voulez-vous que les États-Unis, pour aider l'Ukraine, doivent débloquer 65 milliards pour seulement la guerre? Et nous, quand on doit parler de 100 milliards pour le développement, ça semble inquiéter les gens. Non. De la même manière que les États-Unis débloquent 65 milliards pour la guerre en Ukraine, il faut aussi qu'on se dise, nous devons débloquer et chercher 100 milliards. Est-ce que savez-vous que la richesse de la RDC, la richesse, de manière empirique, elle est évaluée à 24 000 milliards. Donc vous prenez 24, vous ajoutez 3 zéros, et puis vous ajoutez encore 9 zéros. Ça fait difficile à compter. Hein? Ça fait 12 zéros derrière 24. C'est ça l'évaluation empirique de la richesse congolaise en termes de dollars. Alors, ce que nous allons faire avec les Japonais, c'est quoi? C'est la télédétection, ici, parce qu'on m'a posé quel type de projet on va faire. C'est aussi la formation professionnelle. Mais, in fine, la RDC veut évaluer, en fait, ses richesses. Pour qu'on amène ces richesses-là au niveau de la bourse. C'est-à-dire, dès que nous avons même une certification de 1000 milliards, on amène les 1000 milliards en bourse et puis on lève les fonds. Si vous avez 1000 milliards que vous amenez en bourse, mais vous pouvez lever 200 milliards. Et vous n'aurez pas difficile à avoir 200 milliards. Et si nous avons 200 milliards dans le gouvernement ici, je pense qu'on dirait que c'est le gouvernement qui devrait avoir la plus grande longévité. Tout à fait. Et je crois que nous allons y arriver, que le peuple congolais ait confiance à ce gouvernement. Ça apparaît comme des rêves, mais tous les dirigeants qui n'ont pas rêvé n'ont pas réussi. Lorsque vous analysez l'histoire de ces pays du Moyen-Orient, les dirigeants ont mis la barre très haut. Et quand on met la barre très haut, on définit les voies pour y arriver. Mais si vous mettez la barre trop bas, vous allez vous accroupir. Mais quand la barre est haut, vous allez vouloir aller très haut. C'est comme les jeunes gens. Si vous voulez que votre fils soit lancé, il faut qu'il joue au basket. Parce que le fait de se lancer pour amener le panier, pour atteindre le panier, ça l'étire et il devient plus élancé. Donc, c'est des gens qui ont les fils dont la taille est moindre. Allez les enrôler dans les baskets. Et c'est ça la RDC. Il a l'ambition d'être comme une girafe. Les girafes, c'est à force de ne pas trouver les herbes plus près de lui ou d'elle, je ne sais pas. Qui va chercher les herbes. Qu'il est allé chercher plus loin. Et en fait de compte, le coup s'est allongé. Ah, voilà. On va terminer avec Gaëtan Magalano. Merci, Leurs Excellences, pour la parole. Au ministre du Commerce extérieur, vous avez parlé des ambitions de vouloir aller plus loin. À la fin du forum économique entre la RDC et la Chine, Kinshasa avait gagné un marché de vente de soja et autres produits agricoles. Comment se portent les projets? Pourquoi pas le même modèle avec le Japon? Au ministre de la Communication, je vais revenir sur l'actualité. Vous avez parlé de la paix et différents accords, mais que deviennent les victimes des atrocités commises en RDC par le Rwanda et le mouvement terroriste, qui deviennent aussi les différentes résolutions ou démarches entamées pour exiger réparation et sanctions contre les auteurs de crimes. Et dernière question, qui devient plutôt la résolution 2773 prise dernièrement par le Conseil des droits de l'homme à Genève, mettant en place un groupe de enquêteurs sur ce qui s'est passé au mois de janvier, au début de cette année, à Goma et à Bukavu. Merci. 2773, ça c'est les Nations Unies, je pense, exactement, à New York. Merci, on va y revenir. beaucoup. Monsieur le ministre, allez-y. Oui, les relations entre la RDC et tous les pays du monde se portent à merveille. Nous avions gagné plusieurs marchés, effectivement en Chine, 1 million de tonnes de soja, plus de 100 000 tonnes de piments, plus de 50 000 tonnes, 100 000 tonnes, je crois, de café et de cacao. Et nous avons aligné effectivement nos producteurs locaux. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous étions à la 4e exposition Chine-Afrique, le ministre de l'Agriculture a signé effectivement un accord avec son collègue pour définir les modalités d'exportation et d'importation des produits congolais vers la Chine. Parce que désormais, les produits qui entrent vers la Chine
entre sans paiement de frais. Et c'est ce modèle que nous avons dupliqué parce que si on est arrivé à cela avec la Chine, c'est parce qu'il a été précédé d'un accord que nous avons signé, moi personnellement, avec mon homologue chinois, c'était le 6 septembre 2024, qui était un accord cadre qui encadrait en fait tous les investissements que nous devons avoir avec la Chine. C'est pourquoi j'ai dit, avec le Japon, nous allons signer le même accord, comme nous venons de terminer d'ailleurs les négociations avec les Émirats arabes unis, parce que pour le président de la République, nous devons ouvrir les marchés au monde entier. Lorsque les gens apprennent que non, il y aura la suppression des barrières, les gens ont peur. Non, on pense qu'on va perdre les recettes douanières. On ne perd rien parce que les produits qui sont concernés par le libre-échange, ce sont les produits d'origine. J'insiste bien. Si un produit est fabriqué ici ou en Chine ou en Europe, dans un pays où on n'a pas un accord de libre-échange, il n'est pas concerné par la suppression des tarifs douaniers. Donc il faut que les gens comprennent cela. Ce sont les produits d'origine. Et nous avons défini quelles sont les règles d'origine. Quand est-ce qu'un produit a une nationalité économique d'un pays? Un produit a une nationalité économique, d'un pays lorsque soit les intrants qui entrent dans la fabrication de ce produit sont à 70% issus de ces pays-là. À ce moment-là, on peut dire que ce pays est un produit d'origine. Et c'est ce produit d'origine-là qui fait l'objet maintenant de la suppression des tarifs douaniers. C'est des matières techniques pour lesquelles, d'ailleurs, le Conseil des ministres vient d'adopter le projet de loi sur la facilitation des échanges que j'ai présenté au gouvernement. C'est un accord de l'OMC qui aligne la RDC maintenant parmi les États modernes qui s'alignent sur les instruments internationaux de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, on vient d'adopter ce projet, la ratification de l'accord sur la facilitation des échanges. Et là, nous allons nous lancer maintenant dans les partenariats gagnant-gagnant avec les pays du monde entier bénéficiant de l'accompagnement de l'OMC. Donc, je pense que la RDC est sur la bonne voie. Et si on le fait avec le Japon, on le fera avec notre pays, ainsi de suite. Et toutes les expériences qui auront échoué, parce qu'il y en a aussi qui peuvent échouer, nous servirons de leçons pour éclairer les pas sur les nouvelles expériences que nous allons devoir commencer. Alors, rapidement, pour terminer, que deviennent les victimes? J'ai envie de dire que cet accord a été signé pour qu'il n'y ait justement plus de victimes. Parce qu'il y a trop eu de victimes. Et qu'on ne vous trompe pas, quand je m'expliquais tout à l'heure, je vous disais que nous avons différents fronts. Vous avez suivi cette semaine ce qui s'est passé à Arusha. C'est un pan sur le front judiciaire. Ici, il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas que les uns les autres pensent que la justice sera sacrifiée au profit de la paix. Non. Ce n'est pas incompatible de faire les deux. Et surtout qu'ici, nous avons eu des cas graves. Moi j'ai reçu à Kinshasa une délégation de la mission d'établissement de faits du Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme, parce que là aussi il y a une résolution qui avait été adoptée à l'unanimité et qui pourra aboutir d'ici septembre à la création d'une commission internationale d'enquête. D'ailleurs, nous étions là avec vous. Nous étions ensemble d'ailleurs avec vous, merci de le rappeler, Monsieur le Ministre. Il n'y a jamais eu une commission internationale d'enquête pour les crimes qui sont commis dans l'Est de la RDC depuis près de 30 ans. Mais ici, pour de faits qui partent de janvier 2022 à aujourd'hui, il y a un travail qui a commencé, qui est préliminaire. Il y aura un travail qui se fera en septembre. Et donc, il faut considérer que les processus judiciaires au niveau de la Commission des droits de l'homme, au niveau de la Cour pénale internationale, ce qui a été engagé, parce que nous ne voulons plus qu'il y ait des victimes. C'est pour ça que, justement, dans les cas de l'accord, si vous lisez, il y a des paragraphes qui sont réservés aux personnes déplacées. Pour que les personnes déplacées retournent à leur lieu d'origine, il faut que la guerre cesse. Pour que les personnes touchées aient accès à l'appui humanitaire, il faut que les bruits de bottes cessent. Pour que les réfugiés retournent chez eux, au Rwanda comme en RDC, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de conditions de paix. Vous voyez que le préalable pour qu'il n'y ait plus de victimes, c'était de passer par cet accord. Et l'accord, nous l'avons, comme je le disais, ça ouvre la voie à ce qui est pour nous
plus difficile parce que c'est une paix qu'il faut reconstruire. C'est une paix qu'il faut reconstruire avec des cicatrices, avec des victimes, de personnes qui ont été touchées. Et donc, il est important que dans la suite de la volonté exprimée par le président de la République, que nous tous nous restions mobilisés. Cette fois-ci, pour donner une chance à ce qui s'est fait hier. Et donc, il faut voir dans ce qui fait hier, ce qui s'est fait hier, l'ouverture d'une nouvelle période. D'une période où nous devons nous assurer que nous continuons à faire preuve de notre bonne foi. D'une période où nous allons voir la bonne volonté du voisin. Et nous avons le privilège d'avoir un garant ou un témoin comme le président américain qui s'est réjoui et qui aujourd'hui, le président de la République l'a dit, et on ne l'aura que donné raison, peut être candidat au prix Nobel de la paix. Parce que c'est un conflit, comme il a eu à le rappeler, un conflit les plus violents de l'histoire de l'humanité, mais qui n'a bénéficié que de peu d'attention, en tout cas par rapport au nombre de victimes. Je rappelle qu'Anwar el-Sadat a eu le prix Nobel de la paix après la signature des accords de Camp David entre l'Israël et l'Égypte. Et donc aujourd'hui, il faut aller sur Internet pour consulter ça. Il faut considérer que nous sommes tous ténus. C'est ici les lieux, c'est ici le lieu, en tout cas, au nom du gouvernement, de saluer la mobilisation des Congolais. Et cette mobilisation doit continuer pour accompagner ce qui se fait, y compris pour lutter contre les scepticismes dont a parlé tout à l'heure le ministre Paluku. Nous savons tous dans quoi nous sommes, avec qui nous sommes, mais il faut considérer que nous avons, nous, la République démocratique du Congo, nous avons, dans les cadres de cet accord spécifiquement, le gouvernement américain qui est tout aussi engagé. Je pense que ça peut servir de ferment. Parce que le président de la République, depuis les premiers jours, n'a jamais renoncé. Avec cette guerre, on a connu un point culminant avec les événements de Goma et Bukavu, mais notre position n'a jamais flanché. Parce que nous savions que nous avons raison. Et je pense qu'aujourd'hui, cette raison-là ouvre la voie à un retour de la paix après 30 ans. Ça vaudra la peine, en tout cas, le moment venu, si la paix est restaurée, que le président américain prétende à un prix Nobel. Monsieur le ministre, on va terminer. Je crois que là, on a relancé la coopération avec le gouvernement japonais. Peut-être qu'il y a encore des choses à finaliser, mais je crois qu'on peut terminer cet exercice par là. Moi, je pense qu'on a fini. L'important pour le peuple congolais de savoir, c'est que le président de la République tient à l'ouverture de la RDC au monde. Nous sommes restés longtemps cloisonnés sur nous-mêmes. Nous sommes restés longtemps croyant qu'en restant entre nous à Kinshasa ou dans une province, eh bien, on peut gagner le monde. Non. Le monde d'aujourd'hui demande de l'ouverture. Et ce que le président fait, c'est que l'on connaisse davantage la RDC sous ses facettes réelles. Parce que la RDC, lorsque vous cliquez sur elle, sur Internet, ce qui arrive en premier, c'est des situations de corruption, des situations de guerre, des situations de femmes violées, des situations... Et ça fait qu'il y a un phénomène de répulsion automatique. Alors, nous avons la mission dans ce gouvernement, avec mon collègue ici de la communication, celle de la culture et art, celui du tourisme, de construire ce qu'on appelle la nation branding. C'est-à-dire l'image de la RDC doit être portée à la face du monde, la vraie, pour que les gens sachent qu'à côté de ce qu'ils connaissent déjà, mais la face cachée qui est là est plus intéressante que la face visible. Et c'est cela l'exercice auquel nous nous livrons. Aujourd'hui, ici au Japon, lorsque vous voyez la manière dont la mobilisation a été faite, la manière dont les investisseurs ont répondu à l'invitation, cela dénote et démontre qu'il y a un intérêt particulier sur notre pays. Mais ça se construit dans la durée. Beaucoup de gens disent, mais vous avez commencé, mais jusque-là, on ne voit pas de signaux qui démontrent qu'il y a des gens qui arrivent. Est-ce que réellement votre message est entendu? À cela, je veux dire, pour construire le soft power d'un pays, ça se fait sur 10, 15, 20, voire même 30 ans. Et lorsqu'on a réussi à construire
les soft power, ça ne rentre plus en arrière. Ça va crescendo. Donc le jour où nous allons réussir à débloquer la situation de l'image qui est négative, ça sera la fin de la malédiction, si on peut parler en ces termes. Parce que finalement, les gens auront compris qu'il y a des mécanismes qui sont montés pour salir inutilement la RDC, alors que la RDC est plutôt porteuse de beaucoup d'espoir pour faire face aux défis mondiaux tels qu'en essaie de rappeler le président de la République lorsqu'il estime que la RDC est le pays solution. J'ai envie de dire que c'est un travail qui ne s'arrête pas, parce que même le Japon, si vous regardez CNN, vous allez voir qu'ils continuent à faire un travail pour la promotion de l'image de marque du pays. Au gouvernement, nous avons une commission Soft Power dans laquelle nous travaillons assidûment sur tous ces sujets. J'ai vu une petite polémique récemment au sujet des signatures de contrats de Monaco AC Milan, mais si vous regardez, le message qui sera porté sera le même message qui sera porté. Évidemment, il y a des choses à faire dans les secteurs nationaux du sport, c'est des choses qui sont en train d'être analysées parce que parallèlement à cette nation branding à l'international, il y a une nation building que nous devons construire. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il faut comprendre l'action du président de la République et sa détermination. Lorsque nous lançons la campagne Congolais Téléma, lorsque nous disons Bendele Koyate, lorsque nous disons tout pour la patrie, c'est justement pour que tous les Congolais s'élèvent, pour que tous les Congolais comprennent les défis auxquels nous devons faire face. Et aujourd'hui, nous faisons de progrès, vous voyez, aussi bien au plan diplomatique qu'économique, parce que nous avons une vision claire portée par les présidents de la République et un engagement soutenu. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut considérer que nous avons, en tout cas ceux qui ont voté pour le président de la République, ont eu raison de lui faire confiance parce que sa stratégie donne du résultat. Il faut saluer le travail qui a été fait aux côtés, en tout cas au niveau du ministère des Affaires étrangères notamment. Nous avons la ministre déléguée ici parce que c'est un travail permanent, mais qui nous permet aujourd'hui d'être mieux entendus, d'être mieux compris. Dans tous les salons du monde. Et aujourd'hui, il faut savoir que nous nous sommes réappropriés, comme nous aimons bien le dire, le narratif sur notre pays. Et ce n'est pas les autres qui parlent de nous, c'est nous qui parlons des Japonais du Congo au Japon. C'est aussi cela, c'est pourquoi nous sommes venus ici, y compris avec la Première ministre. Donc, il faut considérer que la République démocratique du Congo, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, en tout cas, connaît déjà ses heures de gloire retrouvées, parce que nous avons aujourd'hui presque 2 milliards que nous allons obtenir des institutions de Bretton Woods. Ce n'est pas beaucoup par rapport aux besoins du pays, mais c'est illustratif justement de la gouvernance qui est mise en place et surtout le plan. Merci à vous d'avoir participé à cet exercice de redevabilité à partir d'Osaka. Merci, Monsieur le ministre du Commerce extérieur. À la prochaine. Merci.